pour ces images impressionnantes, hein, effectivement. Et puis surtout, on a une pensée pour ces habitants qui vivent depuis une semaine, pas coupés du monde, parce que la solidarité est là, heureusement. Il nous disait, on se prête des générateurs entre villages, mais c'est extrêmement long, une semaine, Emma Aziza. Combien de temps ça peut encore durer? Est-ce qu'on a une idée du moment où l'eau va commencer à se retirer? Le problème, c'est que quand cette eau derrière monte déjà avec une cinétique très lente, eh bien, on imagine qu'il va y avoir aussi un certain temps pour pouvoir s'évacuer. On n'est pas du tout sur les crues éclairs. Une crue éclair, ça monte à 10 mètres de hauteur en 4 heures et au bout de 5-6 heures, il n'y a plus rien. Là, on va partir sans doute sur une bonne semaine de décrue. Et encore, derrière, faudrait-il qu'il n'y ait pas d'autres phénomènes qui viennent s'accroître, c'est-à-dire de nouvelles pluies qui sont prévues. Et puis surtout, derrière, ces hautes marées. Donc on voit que ce sont des paramètres aggravants qui viennent s'additionner. La vraie question, c'est qu'on se retrouve avec de très très grands bassins. Il faut imaginer le bassin de la Dordogne, c'est un peu ce qu'on appelle le sourire de la France. Ça prend une grande partie de la France. Pareil pour la Garonne. Et donc imaginez à cette échelle-là, de versants qui ramènent de l'eau, c'est tous ça? les cours d'eau, en fait, sont en crue. Et donc, le vrai sujet et le vrai enjeu, c'est lorsqu'il y a une concomitance dans ces zones de crue qui se retrouvent dans des zones, en fait, où la crue va être plus importante. Et c'est là qu'on a des risques de débordement. C'est là qu'on va aussi avoir une atteinte sur les digues, avec potentiellement des ruptures de digues. C'est en général les zones les plus fragiles. Bon, je comprends ce que vous nous dites. Il ne s'agit pas simplement d'attendre qu'il ne pleuve plus pour que ça se répète de plus en plus. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce qu'ils sont liés d'une façon ou d'une autre, ou pas du tout, au changement climatique? Alors, deux choses. Premièrement, le changement climatique n'a pas inventé le risque inondation. Il existe depuis toujours. Quand on regarde les crues historiques de la Garonne, on pensait déjà au début du 19e siècle à un début de réchauffement climatique, tellement on avait une concomitance d'événements. Donc c'est pas lié? Donc, alors, en tous les cas, le risque inondation, non. Par contre, il change de forme dans un contexte où l'atmosphère est plus chaude. Et donc, c'est toute la différence qu'il faut comprendre. Quand vous avez ces rivières atmosphériques qui vont traverser l'océan Atlantique, si elles le traversent sur un océan plus chaud et sur une atmosphère plus chaude, eh bien, vous allez avoir nécessairement une température plus élevée dans l'atmosphère. C'est beaucoup plus de pluie qui va être retenue, de quantité de vapeur d'eau qui vont être retenues dans cette atmosphère. Et donc, nécessairement, les pluies seront plus importantes. Ce que l'on voit, ce qui nous marque aujourd'hui, c'est vraiment l'abondance des précipitations et le fait que ces rivières atmosphériques ne font qu'arriver tempête après tempête et sont en train de saturer un territoire entier. Donc oui, le changement climatique change la donne en matière d'inondation. Il la change sous différentes formes. Premièrement, il la change parce que 50% des personnes qui ont été inondées sur ces 5 dernières années l'ont été en dehors de zones inondables, c'est-à-dire plutôt dans des zones avec des ruissellements. C'est pas qu'on fait mal notre travail pour cartographier le risque inondation, c'est simplement que la pluie n'a pas le temps de rejoindre son cours d'eau. Là, on est vraiment dans des zones inondables cartographiées. On est dans des grands bassins où parfois on a aménagé sur les lits majeurs des cours d'eau. Et donc, on voit très bien que ce sont des zones qui reprennent finalement leur territoire, mais avec une quantité de pluie sans doute supplémentaire. Et c'est ce pourcentage que l'on pourrait attribuer au changement climatique. Alors, on est dans la période qui permet l'infiltration de l'eau parce que quand les sols sont froids, c'est là où on va infiltrer et donc recharger les nappes. Ça, c'est au moins la bonne nouvelle en ce moment, c'est qu'il pleut au bon moment. Et il pleut plutôt dans des territoires qui n'ont pas vraiment été concernés par les pluies pendant de très nombreuses années consécutives, voire même parfois on avait un non-hiver, il n'y avait pas de pluie durant tout l'hiver. Donc ça, oui, ça marche très bien. Et donc tant mieux parce qu'on va avoir besoin de ce souffle, parce que par contre, la température, elle continue à augmenter en continu. Et donc les conséquences font que, eh bien, c'est l'extrême inverse, c'est-à-dire c'est le risque de canicule qui risque d'arriver durant la phase estivale. Et moi, je me rappelle toujours de janvier 2018, on avait exactement la même situation, une crue sur la Seine, des crues généralisées sur la France. Et donc on se disait, ça y est, on est tranquille pour l'été. Et en juillet, il a suffi de 3 semaines de canicule pour qu'on batte des records historiques de sécheresse. Donc les variations sont très violentes et très rapides. Tout dépend du printemps et de l'été à venir, mais on espère bien entendu qu'on aura assez d'eau pour pouvoir tenir et maintenir toutes nos activités humaines et économiques. Évidemment, et on fera un point complet tout à l'heure dans le 20h BFM à suivre. Merci beaucoup Emma Aziza, merci Anthony Ferry.